Hey, what's up guys? Bienvenue à Les Uninkables épisode 10, le podcast québécois où est-ce qu'on parle de scène compétitive en français, la Metagame DLC Toronto qui s'en vient très bientôt. Avec nous, un de nos habitués, une légende de la game, Salut, Alexandro, oui, ça vous va bien? autres? Ben oui, ça va. Ça Ouais, va. moi, j'ai Jeff, toi, pas ça le va toujours traitement bien? de légende encore, là. Non, non, non. Non, quand t'auras un t-shirt Ouais. que celui de Drew, on en parlera plus, je t'en donnerai Ouais, un mais ça tel. peut se faire sur mesure, ça. C'est beau, c'est noté, je m'en rappelle. Fait que Je salut peux tout te le monde. ramener un de Toronto. On va t'en faire un team you. Ouais, c'est bon. Good. Ben, c'est ça. On a eu des questions la semaine dernière concernant quelques trucs pour les deck registration et autres trucs par rapport au DLC de Toronto. Donc, Alexandro nous a préparé un petit kit de survie parce que on sait que c'est notre représentant du Québec, donc il va avoir des bons trucs pour nous autres là, qui s'en viennent. Si on veut commencer les nouvelles de la semaine, JF, je sais que le D23 nous a annoncé vraiment beaucoup de trucs juicy. Ben, bien sûr. Veux-tu en parler un peu? Ben, une des choses qu'il y a beaucoup de monde qui attendait en partant, c'était de finalement savoir les dates des Regional Championship, parce qu'on a quelques joueurs québécois, puis pour les autres joueurs aussi, de savoir c'est quand est-ce que ça va avoir lieu, ces gros tournois-là. Donc, le championnat européen va avoir lieu en décembre 2024 à Disneyland Resort Paris. Le championnat nord-américain va avoir lieu en janvier 2025 à Disneyland Resort en Californie. Pour ce qui est du World Championship, on n'a pas de date comme telle. On ne sait pas, peut-être que Drew y aurait l'information, mais on ne sait pas, il me semble, combien de joueurs de chacun des championnats. Bon, tu ne sais pas toi non plus, donc c'est ça. On ne sait pas combien de joueurs de chaque championnat va se classer pour le World Championship, mais on sait que ça va avoir lieu en 2025 au Walt Disney World Resort en Floride. Là. Pour être bien honnête, on ne sait même pas il y a combien de gens qui vont être dans les continentaux, dans ce qu'ils appellent les Regional Championship. Mm-hmm. Tu sais, j'ai fait les maths, j'ai runné les maths. Il y a 96 personnes qui vont être classées en Amérique du Nord, assurément à travers les DLCs. Puis j'ai entendu dire aussi qu'il y allait avoir des événements Last Chance Qualifier le vendredi là-bas sur place. Fait que, tu sais, Ouais, fait que si on a 96 puis 64 en Europe, parce que je me trompe pas, il y en a 4 en Europe, il y en avait. Exact. Fait que, ouais, bon, ben, bien hâte de voir la formulation finale de tout cela, mais au moins, on a quand même une bonne idée. Y avait-tu pris, Drew, quand toi t'étais allé, vous étiez environ 2000, y avait-tu pris le top 16 puis top 8 pour ceux qui étaient 1000 ou comment Ils ont changé ça comment ils avaient fait finalement. ça? Puis ça a été comme vraiment à la dernière minute. Ok. C'est à cause de Pat qu'on a vu ça à Chicago. On Ok. était juste 1000 à Chicago. Puis Pat a comme eu la surprise de Ouais. Ah, j'ai mon invitation. Tu sais, on pensait que c'était top 8 pour les events à 1000. Non. L'invitation est au top 16 tout le temps. Mm-hmm. Fait que c'est déjà plus nice. Ça donne un Good. feel un peu plus Tant mieux. large. Ben ouais. C'est pas de leur faute qu'il y avait juste 1000 personnes. là, non plus. De l'autre côté, ça aurait été plus C'est dur de se pas- rendre là avec 2000, mais c'est bon de normaliser le tout. Ben il prend un top 64 pareil, tu sais. Fait qu'il prend un top 64 pareil. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ton Swiss il est plus rough là, à 2000, mais tu sais, good on them là, qui prennent 16 au moins, ça fait de quoi à participer là, pour les championnats nord-américains Exact. ou européens. On a vu justement que pour tous les participants du World, il va y avoir une superbe carte alternative de A All New World. Je ne mettrai pas de prix là-dessus, mais d'après moi, ça va valoir cher. Ah Puis ouais, le pire, ça. c'est qu'on sait même pas. Déjà que c'est une carte complètement broken. Ah, ben, le pire, puis on sait même pas exactement c'est où qu'ils vont la donner. Il y a eu une photo que ça disait que c'était au Worlds, l'autre qui dit que c'était au Continentaux. Moi, je croise les doigts que c'est au Continentaux, là, mais... Ah non, ça va te rendre au World, voyons. C'est cool. Ben oui, Mais aussi. moi, j'avais lu, World, moi. Mais bon, Ouais, c'est la bref, il y première a photo ça qui qu'on disait sait. ça. Il y a ça qu'on sait que ça en vient comme super beau promo, fait que c'est le fun. Puis le gagnant va avoir, le gagnant du World va avoir une Mickey Gold 1 de 1. Possiblement la première carte de l'Orcana dans les 6 chiffres. Possible. Tu sais, il est écrit comme World Champion dessus, là. Tu sais, c'est comme, c'est une méchante belt, là, comme à la lutte, là. Ouais. C'est un gros flex. Ouais. Ah, c'est... Ça veut dire que il y a le one of one, puis possiblement que le one of whatever 250. number que toi t'as eu, right, Drew? Ouais. Ça veut dire... Ouais. C'est un...
Ouais, il Ok, va y on aurait avoir deux. un sur 500. Ben, C'est ça. pas C'est deux ça, il va y identiques, avoir mais un sur un. 500, mais que juste le texte de Mickey normal. Puis le 1 de 1 que World Champion Exact. écrit ça en gros à la place du flavor Ouais. text, je pense. À part de ça, on a eu quelques nouvelles aussi sur le 7-6. Donc, on a vu quelques cartes qui ont été spoilées, c'est-à-dire c'est Mickey, Minnie, Daisy, Donald Duck, toute la gang en pirate. Donc, des cartes qui avaient l'air d'être pas mal toutes Ruby et Emerald en pirate. On a vu aussi que les Rangers du risque, oui, juste pour vous autres. Tic, 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 tac, Rangers du risque. Et ça va être cool. Fait que dans Un le banger. 7-7, les Rescue Rangers. T'allais dire, Dan, Drew, excuse? Ah, j'ai dit que la tune c'était un banger. Genre, tu commençais à le Ah chanter, ouais. puis j'étais comme genre, je vibais dans mon coin, là. Ah, ça nous ramène dans notre enfance, ça, je pense. On veut Oh, un wow. song Oh oui, Enchanted oh de ça oui. aussi. Ça va être pas mal. Les C'est- autres Ah oui. licences qu'on va voir bientôt, qu'on a eu des petits spoilers, on a eu Taram et le chaudron magique, que c'est le Black Cauldron en anglais. Je vais être bien honnête avec vous, je ne connais pas celui-là. C'est un film qui est sorti en 1985, j'ai vu. Donc ça va sortir, les cartes vont être en 2025 dans l'Orcana. En C'est pas mal plus. 2026, oui, Drew? Excuse-moi. C'est parce que le film est un peu plus obscur, mais aussi il est beaucoup plus dark. C'est vraiment un film. Tu sais, je l'ai vu en étant enfant, puis genre, c'est très Tolkienien, disons, avec genre une Magic Sword, puis un Dark Lord qui ressemble factuellement un petit peu à Sauron en termes d'esthétique. En tout cas, je le conseille à tout le monde. C'est sûr que c'est un vieux film, c'est un petit peu dated, ça date des années 80, mais tu sais, tu check la version animée de Lord of the Rings qu'ils ont fait avec qui était vraiment très goofy versus la version de Disney, c'est quasiment comme ça vit mieux à son âge. Ouais, ben, ce que j'ai vu en regardant les images et tout, ça me faisait penser un petit peu comme à un labyrinthe voyons, avec David Bowie. Ça me faisait penser un petit peu à un Oui. labyrinthe, mais en version animée, là. Fait que Mm-hmm. c'est probablement que, ben, ça, pour ça, Disney et Lorcana, ils ont peut-être compris aussi que ils vont faire renaître peut-être certains films puis redonner de l'intérêt vers certaines franchises, justement, juste à cause des cartes, le monde va se renseigner. Fait que, donc, c'est ça. En 2026, Dan va être content. Pocahontas, qu'on va voir entrer dans le monde de l'Orcana. Man, Ouais, enfin! puis, Tu sais, je pense qu'on a vu pas mal toutes les séries de Disney, tu sais, comme les plus populaires. Ben, beaucoup, là, je veux pas dire toutes. Puis Pocahontas étant un des plus populaires, on ça a était été comme, man, long. il est où? Un peu comme je me demande des fois Nala est où avec toutes les cartes de Roi Lion qui existent, puis t'as comme deux Nala. Mais, tu sais, comme Pocahontas, c'est un gros IP, puis j'étais surpris de ne pas l'avoir vu en 5 chapters. Mais là, je suis content qu'ils vont l'amener. Là. Moi, c'était un de mes bons films que j'aimais. Quand j'étais petit. Une grosse annonce dans les releases qu'on va avoir en 2026, je pense, c'est celle-ci. C'est que Pixar arrive à l'Orcana en 2026. On s'en parlait depuis un bout. Pixar appartient à Disney. On se dit Ouais. ça va arriver, ça va arriver. Ça veut dire que c'est gros puis ça va être le fun. Fait qu'on va pouvoir voir un Flash McQueen. On va pouvoir voir tous les personnages de Monster Inc., de Toy Story. On va pouvoir voir. The Woody. Incredibles. Ah boy, ouais. Ouais, Ah ouais. boy, ouais. Hey, il y en a beaucoup, là. Ça va être. Ouais. Toy Story. Toy Finding Story, Nemo. c'est fou pour elle. Finding J'en Nemo, parle hey, depuis le fuck, c'est début, vrai. là, je Oups, suis comme, il excusez-moi. faut. Hey, c'est vrai. Aïe. Ouais. Vous voyez, j'en parle même mon langage. Wall-E, Finding Nemo, il y en a plein. Pixar, c'est tout Ouais. bon, en Même réalité. Inside Out, Up, Il y a des bien affaires du de même un IP. peu plus Oui. récentes. Ouais. Ils viennent d'ouvrir un Ouais, gros sac exact. avec beaucoup de possibilités. Puis je vais tout de suite faire une parenthèse avec ça, parce qu'il y a du monde que j'ai entendu en parler un petit peu. Non, on ne verra pas Star Wars dans l'Orcana, bien que la franchise appartient à Disney. La raison est tout simplement légale, c'est que les droits pour les jeux de Star Wars appartiennent à Fantasy Flight Games. C'est pour ça, justement, entre autres, qu'ils ont leur propre TCG, Star Wars Unlimited. Donc, non, oubliez ça, on verra pas de personnages de Star Wars dans l'Orcana. En espérant que ça fasse juste la même timeline que tous les jeux de Fantasy Flight. Après 2 ans, Fantasy Flight le drop, ils ferment tout. Fait que là, Disney vont juste rapatrier ça puis ils vont mettre Star Wars dans leur canon. Trust. On va avoir du Marvel, on va C'est avoir du vrai que, Star Wars. regarde, on veut pas ça va bâcher personne, donner mais mêlant. c'est vrai qu'ils sont bien bons là-dessus, Fantasy Flight, pour tuer des jeux un petit peu trop tôt. Je l'ai encore sur le cœur, moi, pour Star Wars Destiny, mais bon, Ah, moi des aussi. fois, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Donc, c'est les annonces qu'on a eues en fin de semaine chose 23, là, voyons, D23.
D23, c'est ça. Moi, j'avais D23. le DLC au complet dans la tête. Donc, plein de belles choses qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a un de vous qui a réussi à avoir l'espèce de promo pack pour les promos D23? Là? Apparemment, tu peux l'acheter sur le site un site de Disney ou un site De ce que online ou j'ai de quoi de même là, aux de ce États-Unis, que puis de j'ai le faire compris, shipper. c'était vraiment juste IRL, c'est dans les parcs, dans les resorts, dans les Disney stores, des affaires de même. Je sais que j'ai des amis avec qui j'étais allé à Atlanta qui sont allés jusqu'à New York pour s'en chercher. Tu sais, moi, j'aurais demandé si vous êtes capable de m'en avoir une copie, j'aimerais ça, mais je pense qu'ils m'ont texté la journée même et m'ont dit que c'était une copie par personne. En tout cas, c'était ça au Disney Store. J'ai entendu dire qu'à Paris, c'était comme une limite de 5 par personne. Je sais aussi que plus tard dans la fin de semaine, il y en avait encore de disponibles. OK. Fait qu'ils en ont probablement plus printé que ce qui est anticipé, on va voir. Puis j'ai aussi vu dans les annonces de D23 qu'ils vont être dans les prize walls de DLC pour 2025. Oh! En tout cas, Très cool. Ouais, il y a des bonnes cartes, des beaux motifs autour des cartes, là, tu sais, que je trouvais ça vraiment, vraiment cool. J'espère qu'on aura l'occasion, tu sais, au Québec de pouvoir s'en pogner. Je sais qu'on n'a pas de Disney Store, mais tu sais, ou peut-être online juste pour le Québec, admettons, genre un Disney.ca, je sais pas, ouais. tu sais, une affaire de même. C'est très cool. Question de même, Drew. Puis si tu as signé un NDA, tu nous le dis, là, pour les championnats nord-américains puis tout ça, là, est-ce que tu sais si, admettons, l'Orcana, il couvre billets d'avion, stay ou des affaires de J'aurais même? pas le droit de le Ou... dire si je le savais, mais l'affaire, c'est que là, je vais te le dire. Pour l'instant, je le sais pas. OK. Même, on parlait, normalement, moi, j'ai une discussion avec les gars du top 8, même qu'on a le top 8 de Atlanta puis de Chicago dans une discussion Facebook. On se jase ensemble, puis on était un peu en train de spitballer, voir qu'est-ce qu'on pensait que c'était, est-ce qu'ils vont faire comme Magic. Dans le temps, il y avait, tu sais, Magic couvrait les frais de voyage, aussi un certain frais d'hôtel. Après ça, ils l'ont changé pour une espèce de travel allocation. Ouais. Moi, je pense, mon pitch, c'est qu'il va y avoir un travel allocation, puis que, tu sais, admettons, je pense à Zanside, qui reste en Californie. Pour lui, c'est comme juste, littéralement, il va juste pouvoir faire comme, ah, bon, ben, value, je prends mon allocation, puis c'est du gain net versus moi, ça va probablement me coûter plus cher que n'importe lequel des autres gars à cause des vols au Canada puis de l'équipe. Fait que, Ouais, c'est clair. on n'a pas encore Ouais. on n'a pas encore de détails comme tangibles. Tout ce qu'on a eu, c'est la date très tentative, là, juste de comme le mois de l'année que ça va être. Mais non, j'ai pas encore d'informations. Mais j'ai l'impression qu'ils vont nous le dire à nous autres. On n'a pas le droit d'en parler. Puis après ça, ils vont probablement en jaser plus publiquement, probablement après nous avoir mis au courant nous autres. Au pire, on t'en jase en février. Exact. That's it. Parfait, ça. Donc, pour la suite des choses, tu sais, comme vu qu'on s'approche du DLC de Toronto, puis on a une grosse audience ici au Québec, on voulait voir avec toi, Drew, c'est quoi le kit de survie? Est-ce que tu as des tips and tricks? J'aimerais savoir un peu ton input sur, mettons, comment se préparer. Je sais qu'on en a parlé souvent dans notre podcast rapidement, mais toi, tu as vraiment l'expérience, le hands-on. Donc, parle-nous un peu de ça. Parle-nous de choses peut-être ou de règles à faire attention autour des cartes ou, tu sais, genre juste comme quoi amener en général. Fait que je te laisse Dans moi, la j'ai comme tout un document de préparer ici, fait que je me suis ouvert ça. Donc, premièrement, je sais qu'on avait eu certaines questions par rapport au deck registration. Je sais pas si le monde avait de quoi en particulier qui avait demandé au dernier épisode. J'ai écouté votre épisode la semaine passée, je veux juste pas... je veux pas comme... Ouais. Ben, il y a deux choses. Le monde, ils veulent savoir comment ça fonctionne, genre la journée que tu arrives. Est-ce que tu deck register, mettons, le vendredi, tu sais, le timeline un peu. Je pense que c'est la question que j'ai eu le plus quand on est allé jouer dans les locals, puis j'ai dit, tu sais, comme, on va voir Drew dans pas long, on va lui demander directement. Fait que le monde veut savoir, est-ce que tu registres tôt le samedi, vendredi, la veille, puis tu sais, comme, quand ils donnent le Dragonfire, est-ce que, tu sais, ça le fait au moment de la registration, tout ça. Fait que peut-être OK. plus nous Fait élaborer que j'ai donné là-dessus. le timeline vraiment. Je pense qu'au début de la semaine prochaine, justement, lundi, ils vont ouvrir les places pour les side events. Puis ils vont commencer à nous spammer de courriels, les participants. On va avoir le document pour DeckReg, qui est un Google Form, que dans le fond, ils vont nous envoyer le lien, ils vont nous envoyer toutes les infos. Donc, vous devez aller dans quelle salle pour vous préregistrer, soit le vendredi, soit le samedi. Tu peux early check-in le vendredi, puis ils vont te dire les dates, les heures précises à laquelle c'est ouvert. Si je me souviens bien,
À Atlanta et Chicago, c'est jusqu'à 8 heures le soir. Je sais qu'à Fort Worth, ça fermait un petit peu plus tôt. Anyway, moi, j'avais été pogné dans tout l'enfer du bug Microsoft. Fait que j'avais été 21 heures dans des aéroports. Fait que on oubliait ça de me early check-in. Il a fallu que je me check-in le samedi matin, mais ça va super vite. La seule affaire, c'est que ça te donne pas une promo supplémentaire. Je pense que c'est les Eels de Ursula, là, Float Sam, Jet Sam, Floodborne, qui en promo, ils donnent ça si tu early check-in. Sinon, la decklist, tu as le droit de la remettre quand tu veux, dès que tu as le lien. Si tu es pas mal sûr de tes affaires, tu peux la changer, même si tu l'as, même si tu le submit, tu peux la rechanger, puis eux vont considérer que c'est la decklist la plus récente que tu as submit qui est la bonne. Donc, si tu as des changements à faire, tu as comme genre une dernière carte, tu veux rajouter de quoi, tu veux enlever de quoi, tu es plus sûr des quantités, etc. Tu peux submitter plusieurs fois le document, puis ça va être le plus récent qui va être utilisé. Donc, ça, c'est pas trop stressant. Puis aussi, ils sont très, 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 très permissifs à l'Orcana. Tu as jusqu'à 8h30 le matin de l'événement pour submit ta decklist. C'est vraiment, vraiment tard, à mon avis. Ça m'est déjà arrivé à Magic de devoir submit ma decklist genre 48 heures à l'avance avant l'événement. Fait que, tu sais, si tu retestes avec des amis ou tu changes d'idée sur des cartes, t'es un petit peu fucked. Désolé pour mon langage, mais t'es un peu fait, là, genre, tu peux plus vraiment y toucher. Je pense que le name of the game, dernièrement, dans d'autres events, c'était comme la veille, genre tard la veille. T'as jusqu'à comme 21h la veille, puis c'est un peu plus raisonnable. Mais leurs canons sont super, super lenient avec ça pour te laisser jusqu'à 8h le matin, 8h30 le matin. Bref, juste avant le player meeting commence à quelque chose comme 9h. Donc, c'est pas très stressant pour le monde qui sont comme un peu plus insécures, mais juste soyez sûr de bien envoyer votre Google Form parce que du moment où que tu l'as pas envoyé, c'est là qu'un juge va peut-être venir te taper on the shoulder puis te dire ouais, j'ai pas ta decklist. Je sais pas c'est quoi les pénalités. J'ai pas vu beaucoup de deck check non plus quand j'étais dans les DLC. Ben, en fait, les seules choses que j'ai vues, c'est du monde jouer jusqu'à tard parce qu'il y avait un deck check, mais tu sais, moi, pendant que je deck checké, j'étais en game. Fait, ça va relativement vite. D'habitude, ça prend comme un 15-20 minutes, gros max. Donc, c'est ça. Donc, juste, soyez sûr comme que toutes vos affaires sont clean. Ça te demande quelques informations comme tes informations de mêlée. Puis, ça te laisse même envoyer ta decklist en tant que photo. Donc, tu peux littéralement spread out ton deck assez clairement. Il faut que tu sois assez clair. Mais il te demande aussi en backup, envoie-nous un Dreamboard de ton deck. Fait que tu sais, t'as pas à écrire comme deux fois la liste ou whatever, mais au moins ils te donnent beaucoup de latitude par rapport à ça. Parce qu'ils disent comme, si on n'est pas capable de déterminer quelque chose sur ta photo, ben on va se référer au Dreamborn. Donc ça laisse aussi encore un peu plus d'espace pour ne pas faire d'erreur. Donc, à partir de comme le début de la semaine prochaine, on devrait avoir les courriels. Il y a du monde aussi, je pense, qui disait être un petit peu stressé par rapport à l'inscription sur Melee. Ça se peut-tu? Ben, il y a du monde qui se demandait le bon fonctionnement de Melee. OK. Avant juste que tu commences ça, Drew, je veux juste faire un segment sur ce que tu viens de dire sur Dreamborn. Beaucoup de monde ne savent pas, même au Store Championship pour les Ursula et les Stitch, mais une bonne information à savoir, sur Dreamborn, quand vous faites votre deck, là, vous pouvez cliquer sur le bouton menu, puis il va y avoir une section Registration Sheet. Vous le prenez, puis vous l'imprimez. Puis ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment vite. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui chiale sur écrire ça à la main la journée de l'événement ou sur Google Sheet. Là, je sais que tu n'auras pas de choix avec Google Sheet, mais c'est une bonne façon aussi de l'avoir sur Dreamborn. Puis vous pouvez appuyer sur Registration Sheet, puis vous avez tout ça bien écrit avec le format respecté de Disney Lorcana, puis tout ça. Fait que juste un petit segment, là, Drew, pendant que tu finis le registration. Ouais, puis aussi, tu sais, ça c'est l'autre affaire. Eux, ils disent, c'est rare que quelconque tournoi dit on veut pas de decklist papier. Mais en effet, ils skippent beaucoup du clutter d'avoir à ramasser puis à gérer des decklists papier puis à niaiser avec ça. Ils disent vraiment on aimerait que vous utilisiez le Google Form. S'il y a quoi que ce soit, venez nous voir le vendredi. On va essayer de vous accommoder
vous aider. Tu sais, probablement, si tu es dans une situation comme vraiment extrême, ils vont te laisser faire une decklist en papier, mais tu sais, je pense qu'ils vont essayer de... Au pire, ils vont passer un ordi sur place, les scorekeepers, etc. Ils ont des ordis, ils vont juste faire comme... Okay. Fais-nous la decklist sur un Dreamborn, whatever. On va l'avoir pour le reste du tournoi. Tu sais, ils veulent vraiment comme moderniser ça, on va dire. Fait que sauvons des arbres. Exact. Fait que pour Melee, donc pour que le monde ne soit pas trop stressé par rapport à Melee, vous allez vous faire inscrire par l'organisateur dans Melee. Si tu as ton billet, tout est en règle, tu as ton billet dans Eventbrite, c'est là que tout le monde serait supposé l'avoir pour les compétiteurs. PPG vont nous inscrire à l'event. On n'a rien d'autre à faire, on a juste à, je pense, confirmer une information, tu as juste à comme check-in, puis ça va juste comme confirmer ton inscription. Anyway, ça, tu vas le voir avec la barre de participants inscrits. Ça montre comme c'est quoi la capacité qui a été inscrite, puis ils le font par bloc, fait que ça se pourrait qu'ils vous inscrivent vraiment tôt, vous voyez que vous êtes comme genre juste 500 dans l'event, puis d'ici le vendredi / le samedi, on soit les 1024 d'inscrits dans l'event. Donc ça, il n'y a pas à se faire de problème. Par contre, si vous êtes pas dans l'event d'ici le vendredi, allez voir le monde de PPG sur place le plus possible pour vous assurer que tout est correct. Parce que, je veux dire, ça reste de l'informatique, ça reste comme de l'admin, il y a des failles, il y a des faiblesses. Ça se pourrait juste qu'il y ait oublié ou que votre courriel marche pas ou que ce soit pas le même courriel que pour Melee. C'est pour ça que sur Eventbrite, ça demandait lors de l'achat du billet, c'est quoi votre courriel de Melee. Donc, c'est ça. Donc, faut pas trop s'en faire. Eux autres font le gros de la job. Yes. Ouais, j'ai un petit point à apporter, justement. Tu m'as fait penser avec ça, avec les courriels, toute la paperasse qu'on va recevoir et tout. J'ai vu passer aujourd'hui comme quoi TGG, TPG, TCG, en tout cas, PPG allait renvoyer des invitations pour le monde qui était sur les waitlists. Donc, c'est pas mal dans ces jours-ci que ça se fait avec les annulations de dernière minute qu'il y a eu et tout. Donc, si vous étiez vous étiez mis sur la waitlist, surtout dans les premières heures, quand on pouvait s'inscrire, vous êtes dans la waitlist, regardez vos junk mails ces temps-ci, ces jours-ci. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que chaque participant avait à peu près 24 heures pour répondre s'il prenait sa place ou pas. Fait qu'il risque de faire plusieurs blocs comme ça puis aller par priorité. Donc, si vous étiez inscrit sur la waitlist, ces temps-ci, soyez alerte puis filtrez vos junk mails. Vous pourriez avoir une agréable surprise dans ceux-ci. Donc, je te recède la parole. Yes, puis je confirme tout ce que tu dis parce que moi, j'ai été sur la waitlist 2 fois. J'avais été sur la waitlist pour Atlanta. Ben, tu sais, la initial waitlist quand il y avait juste 500 personnes. Après ça, ils l'ont augmenté à 2000. J'ai reçu comme... il avait donné une date pour commencer à filtrer la waitlist, puis je l'avais eu dans les comme 10 minutes de la première journée. Puis ça. Ben oui, t'as 24 heures. Même des fois, je pense que c'est... Faites attention parce qu'ils envoient très tôt le matin. Fait que je me suis fait avoir pour Fort Worth. J'avais reçu un courriel de waitlist. Je l'ai manqué. Puis j'étais assez chanceux d'en avoir un deuxième. Fait que vraiment, checkez bien vos courriels. D'habitude, ils envoient les courriels vers comme 6-7 heures le matin. Donc, tu as jusqu'à 6-7 heures le matin, la journée d'après, pour t'inscrire puis confirmer ta place pour le DLC. Donc, en effet, soyez aux aguets. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était déçu de ne pas avoir eu leur billet au début. Il y a du monde qui ont reçu aussi des messages de waitlist, de ce que j'ai compris. Moi, je sais que j'ai pris mon billet pour Las Vegas. Je ne l'avais pas eu la journée même. Puis 48 heures après, j'avais eu mon message de waitlist. Fait que c'est vraiment un peu wild, mais là, c'est vraiment le gros de la job. C'est là le gros de... C'est là que c'est chaud puis qu'ils vont en envoyer plein parce qu'il va y avoir eu plein d'annulations. Donc, finalement, juste pour finir un petit peu parce que je voulais parler de Melee avant de commencer le vrai guide de survie, entre guillemets. Pour Melee, il y a un onglet vraiment important que tu vas utiliser toute la journée pendant l'événement, c'est le Player Controller. Dans ton Player Controller, tu devrais voir ton match-up, donc à quelle table tu joues, contre qui.
probablement que ça se pourrait que tu reconnaisses pas le nom de la personne ou que tu dises que c'est un nom bizarre parce que c'est des screen names, vraiment des pseudonymes de Melee. Il y a du monde qui ont des noms assez drôles, on va dire ça de même, assez cocasses. J'en ai vu des fois que j'étais comme ah ouais, hein? C'est un peu le saut. Ça te fait aussi avoir un petit banter avec ton opponent au début. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien jaser et j'aime bien rire. Comme les bons vieux emails de Exact. Hotmail. Mais tu sais, je me souviens plus, j'avais un opponent au Texas qui s'appelait genre Bladder Wizard. J'étais comme, ah ouais, c'est un nom assez singulier, on va dire ça de même. Bref, il a dit ouais, ben c'est ça, ça fait tout le temps réagir mes opponents quand il lit ça. Je suis comme, ben en effet, ça marche son affaire, man. Fait que bref. Fait que c'est ça. Le player controller, c'est là que c'est super important d'utiliser toute la journée parce que là-dessus, tu as ton match-up, tu as ta table à laquelle tu joues. Il y a un petit timer en haut qui défile, qui dit comme il reste combien de temps dans la ronde ou depuis combien de temps la ronde est finie. Fait que ça peut te donner aussi une idée comme admettons que tu vas chiller en dehors de la salle, de te rediriger vers la salle. Donc, j'ai peut-être coupé pendant un petit instant, ça se peut-tu? Oui, c'est revenu là. Ouais. J'ai coupé pendant. Ok, c'est bon, je suis revenu. Désolé. Donc c'est ce que je disais, c'est si tu sors de la salle, si tu décides de t'en aller, ça vaut la peine de regarder le petit timer en haut de ton player controller pour savoir quand revenir, pas quand être à temps pour ta ronde, parce que les pénalités sont assez sévères. Si t'es pas à ta place tout de suite quand la ronde commence, quand il déclare le début de la ronde, c'est là que tu peux avoir des game loss puis même des match loss. Puis des match loss, ça fait mal dans le tournoi. Aussi là-dedans, tu peux voir ton standing, tu peux voir le standing de tes amis. Hein, tu peux littéralement, tu as une barre de recherche, tu peux aller taper le nom de tes amis puis voir comment ils font pendant la journée si t'es pas capable de les rejoindre ou quoi que ce soit, si tu finis tes games plus tard ou plus tôt qu'eux autres. Bref, c'est vraiment facile aussi pour le monde à l'extérieur du tournoi de pouvoir suivre le tournoi par rapport à ça. Donc, c'est vraiment des utilités bien le fun de Melee. Puis, finalement, justement, juste pour segouer un petit peu sur tout ce qui est un petit peu en dehors de Melee, du fonctionnement technique de la chose, je veux rappeler à tout le monde de se prévoir des sleeves. Des sleeves super importants. Je conseille à tout le monde, sleevez votre deck la veille, puis rejouez pas avec. Genre, shufflez-le un petit peu pour comme break in les sleeves un petit peu, juste pour pas que ce soit comme qu'il y ait plein d'air dedans, puis que ça fait juste comme que la pile se défasse. Mais exact, c'est ça pour que ça glisse un peu partout. Ça enlève un peu l'air si vous devez le sleever, surtout. Mais c'est ça. Des nouvelles sleeves super importantes, c'est des pénalités niaiseuses d'avoir des cartes marquées, comme qu'ils disent. Admettons que tu as des coins qui ont plié, que tu as des marques de whatever, d'ongles, de doigts, de whatever dans ta sleeve. Après ça, c'est facile pour ton opponent de dire comme t'as un pattern sur tes cartes, admettons toutes tes 4 Whole New World dans le coin chippé, admettons, mais même si t'as plusieurs cartes avec les coins chippés, si tes 4 Whole New World là-dessus, c'est not a good look, disons. Changer les sleeves avant le tournoi, super important. Même le matin même, c'est sûr que si tu veux dealer avec ta pile justement qui glisse, comme je disais, fais attention, mais changer les sleeves, super important. Ensuite, là, ça va être dans des affaires un peu plus comme évidentes, mais j'aime quand même le dire parce que je sais qu'il y a du monde qui c'est leur premier gros tournoi, qui sont pas nécessairement habitués. Le sommeil, super important. Je vous conseille, couchez-vous pas trop tard. Vous allez probablement être sur le kick de l'adrénaline. Je me souviens, avant Atlanta, je me suis couché à 1-2 heures du matin. À Fort Worth, j'ai pas le choix. Je suis arrivé à littéralement 2 heures du matin à mon hôtel de l'aéroport à cause de tout le bug de Microsoft. Mais d'avoir une bonne nuit de sommeil, ça va
tellement optimiser tes résultats le lendemain. Si tu es capable d'avoir... Le monde dit comme faut dormir 8 heures, etc. Ça change de personne à personne, mais au moins un bon 6 heures de sommeil comme assez réparateur pour comme être zoned in puis in the game. Super important, je le conseille à tout le monde. Ensuite aussi, de se prévoir des snacks, puis surtout, de l'eau. Là-bas, dans les autres événements, d'habitude, c'est dans des hôtels. Là, ça va être encore dans un hôtel au Sheraton, downtown à Toronto. Généralement, ils vont mettre des espèces de grosses cruches d'eau, des gros water dispensers avec des verres puis tout le kit. Mais soyez quand même prêts. Ayez une bouteille d'eau, ça vaut tout le temps la peine. Au pire, vous la remplirez justement au water dispenser au courant de la journée. C'est super important de rester hydraté parce que ce genre de journée-là, ça utilise beaucoup de brain power. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il va faire chaud. C'est comme ça que tu te gardes aussi en shape pour toutes tes games, d'être bien hydraté. Et même des petits snacks. Parce que oui, il va y avoir des options de dîner généralement. Il y a comme des espèces de food truck ou de la bouffe de convention center là. Mm-hmm. Mais je vous dis, des fois, ça feel bad de devoir manger des hot dogs un hot dog à genre 20$ avec une liqueur à 5$ à côté, là. C'est ça que je vais dire, c'est On est au Centre Bell. Je veux dire, c'est de la bouffe de convention center, c'est tout le temps ça, tu sais. Des fois, c'est moins pire que d'autres. Admettons, à Fort Worth, on avait des bols, tu sais, des espèces de Pokéball, vous avez de même, puis c'était comme genre 17-18$ USD. C'est vraiment pas si pire, mais c'est pas tout le temps que t'as le luxe d'avoir ça. Des fois, t'as comme aussi des restos, à même le convention center, genre des Subway, des McDo, des Burger King, whatever, mais c'est pas tout le temps un luxe que t'as. Si tu dois rely sur une pointe de pizza à 15$, des fois, ça feel misérable pour ta journée. Puis en plus, manger de la grosse friture comme ça pendant un tournoi, là, tellement la bonne façon de s'endormir au match d'après. Là. Exact. Ben, ça dépend à quel point ton adrénaline la pompe. T'sais, moi, j'ai pas ce problème-là en tant que tel, mais oui, en effet, il y a du monde qui mange mieux que moi dans la vie. Moi, je mange pas super bien. Je vais être total disclosure, mais il y a du monde qui sont pas habitués avec la grosse bouffe lourde ou whatever. En effet, si tu commences à comme juste tomber dans ta tête pendant tes matchs, c'est pas optimal. Puis dernièrement, là, c'est un petit peu plus dans la préparation mentale, j'aurais le goût de dire, pour l'événement. Ça va être des best of two, timés sur 45 minutes. Prenez votre temps. Il ne devrait pas avoir de problème de temps, même avec les decks contrôle plus lents, plus grindy. C'est sûr que je suis plus habitué à jouer des decks mid-range, admettons, mais il n'y a pas une fois dans toutes les DLC que j'ai joué que j'ai fini après la cloque. Je veux dire, il me restait tout le temps un 5-10 minutes de lousse après, que ce soit que j'avais fait 2-0, que j'avais fait 1-1 ou que j'avais fait 0-2, n'importe quand. Il est supposé te rester du temps sur la cloque. Le Best of Two, c'est un format relativement rapide et, je ne veux pas dire expéditif, mais pareil, c'est vraiment plus rapide qu'un Best of Three. Donc, prenez votre temps, soyez clair, annoncez ce que vous faites. Même si, admettons, votre anglais n'est pas super pour le monde, surtout de Québec, qui est peut-être là, au niveau d'anglais peut-être un petit peu moins bon que admettons, des vrais anglophones, on va dire ça de même. Ça vaut la peine de juste annoncer au point de ta carte. Fais juste comme trigger ou effet de ou drap, ready. Ou le classique, this. Honnêtement, je veux dire, on joue à un jeu qui est comme self-explanatory. C'est facile de juste comme pointer et que le monde comprenne ce que tu veux faire. C'est niaiseux comme ça. Tu peux le voir comme un autre langage, comme chaque jeu à Magic. J'ai joué contre des joueurs qui venaient du Japon qui avaient un anglais très rudimentaire. Puis on a eu des games, tout a bien fonctionné, on n'a pas eu besoin de juge, on n'a pas eu besoin d'interprète, rien. Mon adversaire avait des cartes en japonais. Mon japonais est très, très, très rudimentaire. J'ai fait 2 cours à l'université, puis c'est loin, pas mal. Je comprenais pas ces cartes, mais, tu sais, je veux dire, c'est des cartes que j'avais vues souvent, mais quand il me pointait ça, il disait comme this, draw,
Je suis comme, ah, ok, oui, ça pige une carte. Puis généralement, ton adversaire, les adversaires à ce niveau de compétition-là sont honnêtes. Même si ton adversaire n'a pas tout le temps ton meilleur intérêt à cœur, ça, ils vont le dire dans le Players Meeting, ça reste que le monde ne va pas essayer de te blatantly te cheater. Ils vont pas te mentir, parce que mentir à ton opponent, mentir à un juge aussi, je sais que des fois, sous le stress, il y a du monde qui ont un peu de mal à expliquer la situation. Soyez tout le temps sûr d'être clair avec votre opponent et avec le juge, parce que mentir à un juge, mentir à un opponent, ça peut être une disqualification. C'est malheureusement super plate si c'est ça qui arrive. Donc, tout le temps en termes de clarté. Ouais. Et la dernière affaire que je veux dire, c'est si vous arrivez la veille, si vous voulez jouer un petit peu avec des amis ou toute l'équipe, pratiquez, mais ne vous épuisez pas. Ne jouez pas genre 6 heures de l'Orcana la veille. Je le déconseille fortement parce que ton cerveau va déjà partir comme brûlé de la veille le lendemain. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de se mettre sharp, de se mettre prêt, mais don't overdo it, comme ils disent en anglais. Ouais. Je compare ça comme un examen à l'université où est-ce que tu avais beaucoup de possibilités de faire des mock exams ou des tests exams. Tu en fais 2, 3, même pas peut-être 2 pour savoir ton niveau de connaissance, mais tu vas pas te runner, te driller, puis, parce qu'à un moment donné, tu vas forcer à voir un scénario que tu dis, ah, ça va être dans l'examen. Ou dans l'Orcana, le parfait exemple, c'est comme, ah, ben, je joue contre Drew. Ben, tout le monde qui joue bleu-rouge, admettons, ou green-steel, ben, c'est tout le temps ça leur ligne de jeu, quand la réalité, c'est pas ça parce que tu joues contre ton même groupe. Fait que, tu sais, joue pour être confortable, mais joue pas non plus pour te driller des scénarios puis des lignes de jeu concrètes. Là, exact. C'est autant une question de flexibilité que d'habitude. Faut que tu sois habitué avec ton deck, faut que tu sois confortable avec ton deck, mais il faut aussi que tu sois flexible, puis que s'il se passe de quoi, que tu as une situation que tu n'as pas vue, ben il faut que tu sois capable de revenir, ou en tout cas de t'imaginer comment tu vas approcher cette situation-là. C'est ça qui fait un bon joueur en général, c'est autant l'habitude, la pratique que la flexibilité. Ouais. Puis un bon truc aussi, quand je jouais à des gros tournois de même, puis ça fait longtemps parce que j'en ai pas joué pour l'Orcana, mais dans le temps, un des bons trucs que je faisais, c'est que j'aimais ça, quand je me faisais appeler mon nom, je courais, je me rendais vraiment vite à ma table parce que j'aimais ça être joué devant l'horloge. Je sais pas si dans les convention centers, ils ont des horloges qui sont mis, mais je sais qu'à Star Wars puis à Yu-Gi-Oh, il y avait beaucoup ça. J'aime ça me mettre devant l'horloge parce que même si c'est dur de dépasser le temps, tu veux quand même être conscient du temps. C'est plus, ouais, exact. Ça rassure. Puis là, t'es comme, OK, je sais que j'ai quand même du temps puis tout ça. Mais je sais qu'en format de 2-3, c'est plus problématique. En format de 2, on ne devrait pas avoir de problème. Mais j'aimais ça faire ce truc-là juste pour me timer puis me guérir. S'il y en a qui ont peur du temps là-bas, là, dites-vous que même dans les 2-3, on a 50 minutes dans les 2-3, c'est 45 minutes best of two, je ne me trompe pas. Dans les 2-3, là, c'est quand même assez rare que tu te rends au temps et que tu n'es pas dans ton troisième match. C'est arrivé au temps et être dans ton deuxième game, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que si c'est de même et c'est des games qui sont longues, dites-vous que vous allez avoir en masse le temps de faire 2 parties en 45 minutes. Donc, stressez pas avec ça. Puis pour revenir pour le temps aussi, en tout cas pour toutes les DLC à date, ils ont super bien setup ça. C'est un des meilleurs setups pour le temps que j'ai vu dans tous les tournois que j'ai fait dans les 10 dernières années. Tu as une horloge à chaque 4 coins de la salle. Genre une grosse horloge numérique là, que tu vois là, qui flash en rouge. Là. Tu vas le voir. Ouais. Tu te sens comme à la cage au sport avec des caméras partout, des TV partout pour pouvoir tout le temps voir l'action. Yes, sir. Ouais, c'est ça. Mais dans les vieux TCG, dans Yu-Gi-Oh! Puis dans Star Wars, ce qu'on faisait souvent, c'est que tu te battais quasiment pour être en avant de la clock. Parce que des fois, mettons, tu jouais des 2-3. Puis des fois, même si tu pensais que tu fais grind ton deuxième pour essayer de gagner, tu étais quasiment mieux de forfeit ce match-là. Commencer sur le play dans ta troisième game, puis essayer de gagner celle-là. Parce que ça arrivait trop souvent que tu manquais de temps, mais je suis content de savoir que, de un, que c'est un format 2, puis que le clock management est bien placé dans la salle. Là. Fait que ça, c'est cool. Donc, en fin de semaine, les boys aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu l'as rajouté sur ton guide, Alexandro. Moi, j'avais fini. Je pense qu'on a fait popper le tour, puis s'il y a d'autres mondes qui ont des questions plus précises, n'hésitez pas. Je pense que Drew a bien résumé le tout. J'ai aussi un auditeur, Sébastien Villeneuve, qui a voulu aider et qui m'avait envoyé lui aussi beaucoup d'informations. Donc, je vais pouvoir me servir de ces points pour en rappeler d'autres la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Ouais, vas-y, Seb, qu'est-ce que Drew? c'est mon travel buddy. Il était à Atlanta avec Ah, moi, il était à Chicago avec moi, il était Ouais. à Fort Worth avec moi. Il sait autant que Ouais. moi. c'est ça. Fait que c'est pas mal les mêmes choses que vous avez dit, Ouais. c'est pour ça, Ouais, là. c'est- J'étais quand même à souligner l'effort qu'il a fait pour m'envoyer toutes ces informations-là. Je pensais pas que Drew irait aussi en détail, donc tu as fait le plus gros de la job. Mais bon, ben merci à Seb aussi pour son aide. Donc, c'est ça, en fin de semaine, on a eu Yes. les premiers tournois, les premiers événements Seal avec le release vendredi de Shimmering Skies. Vous autres, les boys, comment ça a été votre week-end en rapport avec ça? Est-ce que vous avez eu le temps de faire des seals? Est-ce que vous avez ouvert des paquets, etc.? Ben, moi, j'ai fait un sealed le vendredi parce que le week-end, j'étais occupé. J'ai fait un sealed le vendredi. C'est correct. Là, tu sais, j'ai fait 3-0, mais normalement, en sealed, je me débrouille quand même bien à cause de comment tu drafts et tout. Je sais qu'il y a un beaucoup de facteurs chance aussi, dépendant de ce que tu pognes. Mais je pensais pas avoir pogné des si bonnes cartes. J'ai pas pogné Daisy Duck et des affaires qui me permettaient d'aller turbo, là, si on veut. Mais j'avais quand même des bonnes cartes. J'ai pas ouvert de boîte. J'adore ouvrir des paquets. Puis, don't get me wrong. Mais le problème que moi puis Drew, on a sûrement, c'est que on joue foil ou enchanté. Fait que, tu sais, je me voyais pas la peine d'acheter des légendaires ou des super rares pour les refoiler, puis de les pogner dans une boîte, pardon, pour les refoiler. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pas mal single. Puis ma technique, normalement, c'est toujours acheter le premier jour, genre le vendredi, parce que c'est là que tout le monde compétitionne avec les autres pour essayer de vendre leurs cartes. Fait que les prix sont bas, bas, bas. Fait que moi, je les achète non-foil, puis foil si le prix est bon, mais je les achète non-foil, puis quand ils deviennent méta, ben les non-foil, les prix montent. Mais le foil, il y a peut-être une différence de 15-20$ avec le normal. Puis c'est là que je fais l'upgrade à foil en vendant mon normal puis en mettant l'extra dessus. Parce que la première journée, normalement, tu as des légendaires normales à 7$, puis la foil est comme 50$. Je ne paye pas cette différence-là, mais je vais de l'autre côté around. Mais j'ai juste seulement acheté les légendaires que j'aimais beaucoup, que je voyais du potentiel. J'ai acheté, ben, bien entendu, j'ai acheté mes Daisy Duck, mais ça faisait longtemps, puis il était cheap. Puis j'ai acheté Merlin parce que je voyais du potentiel. Le bleu là, qui vous fait chercher une carte dans votre deck, n'importe quelle, puis la mettre dans votre main. J'ai acheté Naveen parce que c'est complètement brisé. La carte Amber qui vous fait jouer une carte de Chanson. 6 ou moins, une Oui, chanson. chanson. La chanson? Ouais, chanson de 6 ou moins dans votre main tout de suite dès que vous la mettez. Fait que c'est fou. J'ai acheté Mufasa parce que c'est comme la chase card. Puis le potentiel de cette carte-là, elle est incroyable, là, ce que tu peux faire avec ça. À voir dans quel deck il appartient, ça, c'est un autre débat. Puis j'ai acheté une carte qui peut-être peut surprendre. C'est après avoir joué aux 3 mana, puis en testant beaucoup de decks, j'ai décidé que j'aimais Anna finalement. Anna, la légendaire, la verte, on en parlera. Ben, on peut en parler là, mais le monde, il disait souvent, ah, ben, on joue Dragonfire, puis tout ça, puis Anna, ça coûte trop cher, tu payes 3, tu dois payer 2 de plus pour choisir un des deux effets. Mais c'est la première carte dans l'Orcana qui est un kicker, si on veut, ben, sur un character. Kicker qui est un terme de Magic pour dire que c'est un effet qui a plusieurs options. Fait que dans le fond, vous pouvez soit discarter une carte, soit donner de l'attaque à un de vos characters, ou le troisième, c'est tuer ou banish, pardon, Disney, banish un character qui est déjà endommagé, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Fait que, le monde disait c'est trop cher, mais la réalité, c'est qu'on joue beaucoup de cartes simples qui banish une creature comme un Dragonfire en tech, bien entendu. Puis je trouvais que Anna légendaire, avec le fait qu'elle quest pour 3, puis tu sais que c'est une carte Quest pour 2. verte plus late game, tu peux la jouer oui, pardon, excusez, pour 2 à coûte 3, pardon, c'est ça que je voulais dire. Puis en late game, ben, tu peux la mettre pour devenir un peu plus aggro, quand il ne te manque pas beaucoup de lore. Puis dans la mid game, ben, tu peux dire, je peux enlever un target parce que le gros problème de vert, puis de rouge, je t'apprends rien, quand on a des créatures qui sont all life, là, comme Iram, Tamatoa, toutes ces affaires-là, c'est impossible à remove. Là. Fait que maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas rentrer ton plus petit creature dedans, puis tu vas jouer Anna sur 5 après. Fait que je vous dis pas d'aller les acheter toutes après le podcast. Là. Je dis juste que c'est une carte que j'ai été agréablement surpris, puis que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai acheté, puis je vois du potentiel. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis j'ai acheté mes foils, mettons, playset de You're Welcome, la carte bleue, là, quand tu ink une deuxième carte sur un Chicha. character, tu ink une deuxième carte, tu Chicha. piges une carte. Ouais, c'est ça. Chicha. Fait que j'ai acheté comme, tu sais, pas mal les cartes classiques, là, aussi, Drew. Shout out à ton YouTube channel, mais beaucoup de cartes aussi que vous parliez dessus, que j'ai acheté en foil. Ils ne coûtaient pas trop cher au début. Fait que je me suis dit, why not? Mais j'ai pas trop acheté de pack, tu sais, j'aime ouvrir les paquets, mais j'aime pogner ce que Ouais. je veux pogner. Écoute, moi j'ai un petit peu le même problème que toi, comme tu as dit, j'aime ça jouer foil, j'aime aussi ça jouer en français. Il y a du monde qui font le saut, mais moi, Ouais. by trade, je suis traducteur. Et la traduction sur les cartes de jeu en général, que ce soit Magic, que ce soit l'Orcana, est
absolument atroce. Vraiment bad. Puis j'aime ça, les cartes qui ont des mauvaises traductions dessus. Ben, tu sais, à Disney, c'est pas tant une mauvaise traduction que c'est les traductions de français de France. C'est pas nécessairement avec ça que j'ai grandi, fait que je trouve ça comme hilarant d'avoir les cartes. Puis malheureusement, il y a de la misère au niveau des fournisseurs pour les cartes en français. Ils sont en retard. On les attend encore maintenant. On est au début de la semaine. Je veux dire, on attend encore les shipments un peu partout dans toutes les shops pour avoir ça. Moi, j'ai commandé une caisse en français. J'attends encore. J'ai quand même ouvert une boîte. J'ai ouvert 2 trolls juste pour dire que j'ai ouvert un peu de cartes. Je pense que j'ai acheté mes Prince Naveen que j'étais vraiment content d'avoir acheté la journée du release. Quand ça a doublé de prix. Ouais. J'ai fait de le saut quand j'ai payé mes Prince Naveen genre 25-ish piastres moins mon rabais à job. Puis à la fin de la journée, le monde me dit « Ouais, as-tu vu le prix de Naveen? » Je suis comme, je check sur mon ordi. Comme, ah, c'est 50 piastres! Ouais. C'était Ouais, moi, j'ai fait la même chose, je te dirais, Drew, avec Robin Hood, le rouge, parce que je vois du potentiel. Ah oui, ça, c'est un autre que j'ai acheté. Il était 6 piastres vendredi. 6 piastres. Fait que là, moi, j'achète. Puis là, maintenant, il est comme 12, je pense 15. Puis ça vaut la peine. Puis Mufasa, je les ai achetés à 35, je pense. Puis là, ça va 55. J'ai vu entre 50, 45 et là, 55. C'est sûr qu'on pourrait parler du Market Watch, si tu veux. On va faire un épisode des finances de l'Orcana. Yes. Mais tu sais, un que j'ai remarqué que le prix a starté bas puis que là, il est déjà rendu haut, c'est Clarabelle Light on Her Hooves. C'est rendu 25 piastres, ben genre 20-25 piastres, whatever. Elle, c'est celle qui shift et qui permet de piger autant de cartes que ton adversaire, je crois. Je pense une 5-6 pour 7 qui shift pour 5. Puis à la fin du tour, ça check ton adversaire qui a le plus de cartes en main puis tu piges pour la différence. Fait que ça refile ta main. Ouais, c'est ça. Ça refile ta main. Ça, je pense que je l'avais nommé dans mon set review que cette carte-là était potentiellement vraiment brisée, surtout pour les decks aggro verts. Genre, si t'as un early shift, tu sais, mettons, au tour 4-5, c'est là que tu commences à run out of gas, de plus avoir de jus. Puis là, tu shifts ça. Puis là, tu fais comme juste, je vais repiger comme 4-5 cartes peut-être contre des decks contrôle, surtout des decks bleus. Puis tu te sens comme un génie, là. Puis tantôt, on parlait des cartes. Ouais, moi, j'étais un peu... si je vais bien vite, Dan. Ouais, vas-y, on parlait tantôt aussi des cartes qui avaient des effets additionnels. Justement, la petite Clarabelle à 1, elle a un intérêt, elle a un effet quand même le fun parce qu'il n'y a pas tant de façons de bannir des items dans le vert. Il y avait Wildcat qui permettait, quand tu partais à l'aventure, de pouvoir en bannir un item. La petite Clarabelle, dans le même concept que Anna et d'autres cartes, c'est when you play this character, you may pay 2 to banish chosen item. Donc, en début de partie, ça peut être une carte que tu joues dans le but de la shifter. Puis rendu à partir du 3e tour, tu peux t'en servir pour bannir un Fishbone Quill ou un autre item qui peut être fatigant puis ralentir ton adversaire par le fait même. Puis tu as la Clarabelle. Tu as la Clarabelle 3 aussi qui fait que when you play this character, if opponent has more cards in their hand than you, you may draw a card. Ce qui arrive beaucoup dans le genre de deck Drew, il dit. Moi, la seule affaire que je suis un peu plus tiède sur cette carte-là, c'est parce que beaucoup de la mécanique de vert est de discard ta carte. Fait que, tu sais, comme dans le vert traditionnel, surtout si tu joues avec du gris ou whatever, quand tu joues plus la direction de discard, ça l'amène, qui est plus mon style, ça l'amène pas vraiment une énorme value, mais si tu joues vert mauve, puis c'est vrai que rendu après que tu as droppé souvent le château ou ton 5e drop, ta main est très souvent vide ou peut-être 1 ou 2 cartes parce que le plus gros draw engine que tu vas avoir, c'est si tu arrives à chanter Friends on the Other Side avec Ursula, Deceiver of All, qui va la chanter pour 4 cartes. Mais ce deck-là, en général, il est low en chansons. Fait que le fait d'avoir Deceiver of All en plus de ton Friends on the Other Side, c'est dur à avoir. Mais ça n'arrive pas tant facilement, puis il faut que ta Ursula survive pour pouvoir la chanter, ce qui arrive encore moins, mais je pense qu'avec Clarabelle, ça peut être un bel ajout dans ce type de deck-là, peut-être même dans le vert rouge aggro, qui sait, peut-être que ça va être un bon deck à surveiller ce chapitre. Puis de toute façon, dans les débuts des chapters, donc les releases, aggro est souvent très, très, très populaire en attendant que la méta shift, puis depuis 7.5, on a perdu Pixelborn. Fait que les decks sont prouvés en ce moment, c'est les decks aggro. Puis tu sais qu'avec la nouvelle Daisy Duck, c'est ça, tu peux inclure ça dans ton deck aggro. Fait que aggro est toujours un peu plus populaire au niveau
dans les débuts des chapters. Ben là, Bon tu point, nommes bon point. des idocs. Tu nommes des idocs, puis ça, je vais continuer à le dire parce que je l'avais dit sur mon set review. C'est la carte Nice. du set. Achetez vos Desidocs. Je sais que c'est rendu 20$ versus comme genre 10$ C'est que fou. c'était au début de la semaine, mais c'est une Ouais. carte complètement bustée. Tu veux ça. Dès que tu joues jaune, t'as plus de bonne raison de plus jouer ça. Tu sais, au début, j'étais qu'un petit peu pour Steel Song pour 7-5. J'essaie de pas trop me concentrer sur les cartes de 7-5 encore à cause de Toronto, mais peut-être que c'est pas nécessaire, tu vas être comme juste plus lent puis essayer d'enlever des idocs de ton adversaire. Non. Tu mets 4 des idocs puis tu te poseras des questions plus tard. Ouais, je suis d'accord avec toi pour ça. Justement, moi, en fin de semaine, j'ai fait aussi un sealed. Puis pour les curieux, j'ai terminé avec 2-1. J'ai pas pris des très bonnes cartes comme telles, mais je pense que je vais me lancer des fleurs vu que Dan m'en lance jamais. Fait que je pense que j'ai bien joué tout simplement. J'ai fait 2-1. Puis j'ai vu justement des joueurs avec des idocs, là, puis c'est difficile à enlever, là, sérieusement. Là, c'est parce que c'est quasiment automatiquement un 4 lore assuré. Avoir le temps de quest une fois, là, peut-être que tu l'attaques une première fois, quest une deuxième fois, puis là, si ça donne bien, tu la sors. Mais tu as eu le temps de mettre d'autres personnages en même temps, là, fait que ça met vraiment beaucoup de pression. Là. Ouais. Puis je dis tout le temps que Brawl, sur papier, c'est une bad card. Mais tu le joues parce qu'il fallait que tu te débarrasses de Diablo, puis whatever. Tu sais, 3 pour enlever un character. Mais là, tu es comme, il y a peut-être moins de verre maintenant que Bucky est dead. Puis là, ils sortent des idocs, t'es comme, on va garder les bois. Ça, c'est pas loin de ça. Ça va pas s'en aller. Là, puis pareil que le rate est juste terrible. Là, utiliser ta carte qui coûte 3 pour tuer la carte qui coûte 1, ça feel tellement. Je veux dire, je fais un petit spoiler là, parce hier on a enregistré les games pour les premiers decks tentatives de 7-5 avec mon YouTube. Puis on a joué mauve, jaune, aggro. Genre, c'est arrivé à un moment donné dans une game que la Daisy Duck se fait rentrer dedans par une Fox. C'est peut-être la fois où ça feel le moins bad parce que t'as pas senti que t'as comme dépenser des cartes pour gérer la Daisy Duck, mais c'est la seule fois où que mon opponent a fait comme ok, ça n'a pas été si pire la Daisy Duck cette fois-ci. Il y a un autre moment dans la vidéo que il y a plus qu'une Daisy Duck sur la table. Il est comme ouais, c'est comme quand on joue comme vert présentement, tu te ramasses avec 2-3 Merfolk devant toi. Ces temps-ci, je pratique justement un deck, là, puis quand tu arrives avec beaucoup de cartes aggro, là, premier tour, là, deuxième tour, tu fais un one-drop, deuxième tour, 2 autres one-drop, l'autre fait comme, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Ouais, c'est juste que la différence, c'est tout tue Merfolk, mais c'est long. un 4, là, man, sur un one-drop, là, man, tu frappes longtemps. Là, c'est des grosses fesses, des très très grosses fesses pour un one-drop. Sinon, moi, en fin de semaine, je dirais, là, dans le Sealed, il y a 2 cartes que j'ai vu ressortir. Que pour la première, je dirais que pour un événement comme ça, Sealed était vraiment forte. C'était King Candy à Monstrosity, je crois. Là. La version de King Candy à 3, il coûte 5, excuse-moi, chiffre 3. Le chiffre, qui permet de piger 2 cartes puis d'en remettre une. D'après ça, de ta main, c'est pour être une de celles que tu as pigées en dessous de ton deck. On sait qu'en Seal, les façons de piger des cartes sont quand même pas faciles. Fait que quand j'étais capable d'avoir cette carte-là, j'en avais 2 que j'ai réussi à avoir dans mon Seal, ça me donnait un popé d'avantage. Tour 3, être capable de shifter ça, puis d'arriver directement avec pige 2 cartes. Fait que ça donne un bon card advantage, puis ça file ta main. Donc ça, c'est la première carte que moi, j'ai notée qui est intéressante. Je pense vraiment pas l'avoir dans un build compétitif, mais pour ça, c'était intéressant. L'autre carte que j'ai remarqué pour laquelle je pourrais voir une utilisation compétitive, c'est Hypnotic Deduction. Une action verte à 2 qui dit tu piges 3 cartes, puis après tu mets 2 cartes de ta main sur le dessus de ton deck dans l'ordre que tu veux. Brainstorm. J'ai entendu parler, là, c'est une carte de Magic, ça, je pense. C'est une super bonne carte de Magic. Bon. Fait que, tu sais, parce que dans le fond, je vois tellement d'utilité dans le simple sens que, et de un, si tu as certaines cartes qui ont une interaction avec la carte du dessus de ton deck, si tu nommes la bonne, si tu révèles une carte, ça te permet justement il y a le Queen Sensor Core, je crois, qui te permet de payer 2 pour révéler le top de ton deck. Si c'est une princesse ou une queen, tu peux la piger
une façon d'aller jouer avec ça. Avec Bruno, qui te dit de regarder la top de ton deck, façon de voir ça. Tu joues contre le vert ou contre le jaune, puis tu as peur de te faire enlever une chanson. En jouant ça, tu prends dans ta main les cartes que tu veux avoir tout de suite, puis tu remets sur le top de ton deck les cartes que tu as peur de te faire enlever ce tour-là. Souvent, tour 2 contre le vert ou contre le jaune, on s'attend à avoir un Bare Necessities ou un Ursula. Façon de protéger ses cartes. Bref, je vois tellement de possibilités avec cette carte-là que c'est une carte qui est ressortie du lot pour moi. Surtout que si on parle de Brainstorm puis cette carte-là, ça te permet aussi de pouvoir, dans l'Orcana, tu sais, le nombre de fois que tu piges une main de. Puis, tu sais, je dis pas que ces couleurs-là, ils vont ensemble, mais tu sais, le nombre de fois que tu piges 2 ou 3 Be Prepared dans ta main ou 2 ou 3 Whole New World, puis tout ça, juste pouvoir, surtout Whole New World, tu sais, juste pouvoir remettre ton Whole New World pour pas que tu t'en jettes comme 2, faire ton Whole New World, piger ton Whole New World, puis tu sais, des affaires de même que on manquait beaucoup de ça. Ben, on l'avait pas pantoute, dans le fond, dans l'Orcana, puis c'est une très bonne mécanique. Je vais shout-out une vidéo que Team Labyrinth ont faite. C'est RMB, un des gars qui a fait Top 8 avec moi à Atlanta, qui est un gros YouTuber. C'est rendu une bonne personnalité dans l'Orcana. Il a fait un deck tech sur le deck que j'ai joué à Chicago, le deck Green Steel Mill. Puis il était comme, avec Brainstorm, c'est nuts. Okay. T'as deux Whole New World dans la main. T'en remets un comme sur ton deck, tu joues ton Whole New World, fait que là, tu te prépares tout de suite à en avoir un autre pour le tour d'après. Ça rajoute beaucoup de vélocité pour ce genre de stratégie-là. C'est sûr que c'est un deck un peu plus fringe, puis pas quelque chose qu'on va voir beaucoup, mais c'est intéressant qu'on ait ces options-là dans le jeu. Ben justement... Ouais, surtout que si tu parles de Mill avec You're Welcome, là, maintenant, You're Welcome, je sais pas si... Je faudrait que je check ton vidéo, mais surtout avec You're Welcome, le fait que lui, il va piger 2, maintenant, si tu remove, fait avoir des tools de même, Mill va peut-être devenir de quoi d'intéressant. Si pas ce set-ci. Justement, est-ce qu'il y a des decks que vous avez hâte d'essayer, vous autres? Y a-tu des... C'est sûr, ça fait quelques semaines qu'on voit les cartes puis qu'on se prépare, mais Drew, Dan, c'est quoi les decks que vous voyez, que vous avez hâte d'essayer? Là? Pas juste qu'ils vont être compétitifs, mais que vous avez hâte d'essayer. Moi, je jouais vendredi autour de quelque chose qui... Parce que dans la seule boîte que j'ai partagée avec mon petit frère, parce qu'on partage nos collections depuis le Chapter 3, j'ai ouvert un Enchanted Mufasa, qui est pour moi le chase card, parce que je trouve que c'est une des plus belles cartes qu'ils ont jamais faites Disney l'Orcana. Mais bon, fait que là, vu que j'ai ouvert ça, je me dis, je veux jouer Mufasa, puis j'ai fait une espèce de blur pool avec Mufasa, Merlin, puis Elsa. Mais tu sais, j'ai le engine de Hiram, puis je ram, puis tu sais, j'ai des Mickey, fait que je ram quand même. Fait que tu sais, comme ça c'est pas optimal, mais c'était le fun à jouer. Puis mon frère me l'a fait souvent, là, il a fait... je pense qu'il a fait Mufasa, et le tour d'après, il rentre dans un ramp avec son fishbone, puis tout ça. Puis il quest avec Mufasa, il reset ses inks, il joue Elsa, il bounce Elsa, tu sais, comme c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que moi, j'ai hâte de jouer n'importe quoi qui est autour de Mufasa, parce que je trouve que la mécanique de jouer 2 tours, ça n'existait pas avant dans l'Orcana. Fait que Mufasa ouvre cette possibilité-là. Fait qu'il y a ça. Puis, vous me connaissez, je suis un gars de Green Steel. Fait que j'ai hâte d'adapter mon Green Steel depuis la mort de Bucky autour de le nouveau engine, surtout avec le Pete gris. Là. Ça, c'est une carte qui va changer la méta, c'est sûr. Moi, je teste Prince John Mirror qui peut choquer des decks qui payent beaucoup. Fait que ça, je suis un peu là-dessus. Mais c'est ça, c'est pas mal les decks que j'ai le plus hâte. Puis j'aimerais ça jouer des decks funky à la Green avec Whole New World, mais le Prince John Mirror, tu lui donnes 7 cartes, mais il a discardé sa main, tu le choques avec le Mirror, fait qu'il est obligé d'utiliser toutes ses cartes pour se rendre à 3 ou en discarder. Fait que j'essaie de regarder des affaires autour de ça, puis il y a le rouge-jaune qui me semble très intéressant, rouge-jaune, mais pas Mufasa. Donc, je sais pas s'il y a des affaires à faire avec ça, mais je suis en train de voir, peut-être qu'on peut squeezer Naveen dans d'autres choses que Amber Steel Song. Fait que, bon. Toi, Drew? Donc, pour moi, ça serait probablement... j'ai hâte de juste voir le raw power de Steel Song. On sait que Prince Naveen s'est pété. On sait que Daisy Duck s'est complètement busté aussi. Ça va. Ce que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est Green Steel, Robin des Bois. J'ai vu comme plein de listes qui veulent faire comme des espèces de je damage chez caractères sans les tuer. Puis j'ai vraiment beaucoup de value avec Robin. Il y a plein de Robin qui gagnent du lore, qui gagnent du quest, entre guillemets, pour le nombre de bonhommes endommagés. Tu joues encore les vieux Robins qui sont des bangers aussi. Tu joues la Sherwood Forest pour que tes Robins soient ward puis qu'ils commencent à pitcher du dommage. Le
le Robin de 7-2 qui pitch déjà du dommage aussi, qui est comme qui a l'air complètement fou dans ce deck-là. Ça a l'air vraiment cool. Puis un out of left field, ce que je veux essayer, parce que encore une fois, on parle de Robin, on va parler de Robin dans le rouge. Je vais essayer Red Steel. Red Steel Actions. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. La combinaison de couleurs a été notoriously bad depuis le début du jeu. Je pense que si il y a un moment où ça va être décent, c'est là. C'est drôle que tu en parles, Drew, parce que, petit clin d'œil ici, c'est le deck que je vais essayer mercredi soir. Je me suis fait une liste justement là, rouge, steel, avec les Robin Hood, avec beaucoup d'action. J'ai hâte d'essayer ça. Je vais en parler la semaine prochaine. Envoie-moi la liste. Je t'enverrai la liste après ça en Ouais. privé. Là. Ben, hâte de voir ça. Ouais, moi, c'est. Il y a aussi l'interaction que j'aime beaucoup avec. Puis c'est pour ça que j'ai acheté les Robin rouges légendaires. Là. J'aimerais ça essayer l'espèce de rouge-jaune, mais Robin Hood légendaire avec Revive. Parce que si, mettons, tu es capable de pogner Revive, tu t'en fous de cheater tes monstres parce que tes characters, parce que ton Revive va pouvoir en ramener. Fait que là, ça, c'est cool. C'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer. Puis je suis pas, vous le savez, là, je suis pas un gros fan de Mufasa jaune. Fait que j'essaie de voir si on peut faire une espèce de rouge-jaune autre que ça. L'interaction qui peut être le fun avec ça, c'est si justement tu pognes Revive, dans ta discard, tu as Jim Hawkins, tu joues gratuitement puis que ça donne que tu as une location. Ça pourrait être complètement brisé. On s'entend que c'est probablement un petit peu trop de setup, là, mais ça pourrait être vraiment brisé réussir à faire ça. Là. Il y a des possibilités de le deck building de ce deck-là est super compliqué, mais les powerful, genre les sorties vraiment powerful de ce deck-là ont de l'air insane. Genre, comme je suis comme, je quest mon Robin, je trouve mon revive, je revive justement un Jim Hawkins ou même un Mufasa, tu sais. C'est juste que c'est difficile à builder parce que, en même temps, Mufasa puis revive, puis Robin, ben, tu veux des affaires différentes un petit peu. Parce que si ton Robin fait juste mettre des cartes dans le graveyard, c'est pas genre, t'as pas le choix de le mettre dans le graveyard. Dans le discard pile. Faut que tu le mettes. Fait que si t'es trop character heavy, tu fais juste comme te self-mill, c'est pas bon. C'est vraiment compliqué, puis je pense que c'est là que les joueurs de rouge-jaune qui jouent ça depuis comme 7-2 environ, là, ils vont vraiment se faire du fun. Une interaction qui pourrait être le fun, justement, aussi, c'est avec le Hades du 7-1, que quand tu le joues, ça te permet de ramener un personnage dans ta main. Fait que tu pourrais revive le Hades, tu mets le Hades sur le board, qui est quand même un gros corps, gros corps. C'est un 3-2, ça peut quand même aider. Puis en plus, tu reprends une carte, c'est... En tout cas, ça va être le fun, là. Ouais, c'est sûr que c'est quasiment un auto-include dans ce genre de deck-là, tellement que tu vas pitcher de choses dans ça, puis peut-être possiblement Chernobog aussi pour pouvoir t'en remettre des affaires. Fait que à voir, là, mais on commence à parler beaucoup de Donning Club, mais j'ai hâte de voir ce que le monde ils vont faire avec ça, là. Puis ouais, c'est ça. Puis deux cartes aussi qui m'ont surpris, là. Désolé, je saute de sujet, là, mais deux cartes qui m'ont aussi surpris durant le Sealed à quel point c'était bon. La carte, des cartes qui m'a sauvé, là, c'est Gale. Gale, la violet, là, 1-2, qui quest pour 2, quand elle meurt, elle revient, là. Ça, je jouais ça en sealed, le monde était comme... C'est genre super aggro comme carte. Je quest pour 2, il meurt, je le remets. Je quest pour 2, tu le retues, parce que c'est sûr que tu le gères. Puis je le remettais, puis j'avais la carte mauve, l'action Uninkobo qui coûte 2, qui fait que tu gagnes 2 lore. Fait que mon deck était juste comme, tu tournes les cartes, puis tu joues cette carte éventuellement. Fait que deux cartes m'ont quand même bien impressionné. Tu jouais très agressif, tu jouais, comme j'appelle dans mon set review, burn, mais à l'Arcana. Non, exact. Moi, si je peux vous donner là-dessus les decks que j'aimerais essayer puis que j'ai hâte de builder, ben justement, comme je viens de dire, je vais me faire une itération Steel Ruby qui est vraiment axée sur Robin Hood avec toutes les actions et tout le kit. Mais je vais aussi en essayer un. Moi, il y a Taffeta Mutton Fudge que j'ai le goût d'essayer avec la location, là, le Speedway. Taffeta Mutton Fudge, c'est une carte Ruby à 4. Si je ne me trompe pas, elle a 3 et 3. Elle quest pour 1, mais elle a l'habilité. Une fois par tour, quand elle se déplace sur une location, tu gagnes 2 lore. Ça veut dire que si tu as des locations qui coûtent 0 ou 1, tu n'as même pas besoin de quest avec elle, tu fais juste la déplacer d'un bord puis de l'autre. Puis tu fais des lore comme ça, exactement. Puis tu rajoutes avec ça les Jim Hawkins, tu rajoutes avec ça, John Silver, le gris à 3 qui gagne du resist puis des lore sur le nombre de locations. Ça va être quelque chose qui va être le fun à intéresser, qui va être le fun à essayer, dis-je. Puis, ça va être une espèce de location control. Puis genre, je parlais de ça, je te recraftais beaucoup par rapport à ça quand ils ont sorti le card type de comme
t'es-tu capable de faire un deck avec genre vraiment pas beaucoup de bonhommes, puis t'as juste comme plein de locations, puis ton opponent n'est pas capable de toutes les gérer en même temps, puis ça fait juste comme passivement plein de lore, ou t'as des trucs cute qui génèrent du lore par rapport à ça, comme le John Silver, ou des affaires de même. En tout cas. Ça va être à Peut-être. essayer. Fait que sinon, ben, bien sûr, il va falloir que je me fasse Nice. un build vert-bleu. Il faut que je trouve une façon de le faire fonctionner peut-être avec les Mufasa, mais bon, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines avec les decks AGF de toute façon. Fait que c'est pas mal ça pour moi pour ce que j'ai hâte Nice. d'essayer. Good. All right. Ben, merci, boys. Puis pour conclure, petit rappel, là, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour garder à l'affût de tout ce qui est tournoi au Québec ou juste méta. Vous voulez améliorer votre façon de jouer, juste entendre Pat, Drew parler de comment eux ils ont fait, suivre la scène québécoise locale ou à l'étranger. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Donnez-nous un like. Puis oubliez pas aussi qu'on a un adresse courriel si vous voulez nous rejoindre, lesuninkables@gmail.com. Sinon aussi, on a un Discord qu'on met à chaque fois en lien sur notre chaîne YouTube. Et Drew, je vais te laisser plugger ton YouTube aussi. Nous, notre nom sur YouTube, c'est Ink Spilled Glimmers. Je vais probablement vous fournir un lien pour... on a parlé plusieurs fois de la vidéo de cette review. Je vais vous donner le lien de ça ici si vous êtes intéressé. C'est en 2 parties. On fait la moitié du set à chaque fois. Génial. All right. Merci beaucoup, les boys. Ciao, Salut, gang! là. Bonne semaine.